Bonjour et bienvenue. On se penche aujourd'hui sur un document assez particulier, je dois dire. C'est le guide du manifestant arrêté, publié par le syndicat de la magistrature. Ce qui est déjà en soi assez interpellant. Voilà, des juges qui expliquent aux citoyens comment se défendre face au système judiciaire. Donc notre mission, ça va être de décortiquer ce guide pour comprendre tout le parcours d'une personne interpellée en France. De la rue au tribunal et même bien après. C'est ça. On va suivre le cheminement étape par étape, le contrôle, l'arrestation, ce qui se passe au commissariat, le jugement, et puis les conséquences un peu cachées, comme le fichage. Et il faut noter que ce guide, il est mis à jour tout le temps, depuis 2005. Ce qui montre bien que les règles du jeu, elles évoluent sans cesse. Et ça révèle quoi, justement? Ce besoin constant de mise à jour. Eh bien, ça révèle ce que les auteurs, qui sont donc des magistrats, décrivent comme une tension. Une tension de plus en plus forte. Entre quoi et quoi? D'un côté, un droit fondamental en démocratie, la liberté de manifester, et de l'autre, ce qu'ils appellent un arsenal législatif et policier de plus en plus répressif. En d'autres termes, manifester serait devenu plus risqué juridiquement. Beaucoup plus risqué. Le guide pointe des lois comme le décret anti-cagoule ou la loi contre les bandes, qui ne visent plus seulement des actes, mais des intentions. D'accord. Et il y a cette idée très forte dans le document que certaines procédures, comme la garde à vue, sont parfois détournées de leur but. Comment ça a détourné? On l'aurait vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, la garde à vue aurait servi moins à enquêter qu'à simplement écarter des manifestants du terrain. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le guide commence par le tout début, le contrôle d'identité dans la rue. Moi, j'avais cette image un peu naïve que la police pouvait pas contrôler n'importe qui, n'importe comment. Mais en lisant le guide, j'ai l'impression que, Que les motifs sont très très larges. voilà, c'est presque un pouvoir discrétionnaire, non? C'est une lecture très juste. Les motifs existent, bien sûr, mais leur souplesse est au cœur du problème. Le premier, c'est s'il y a des raisons plausibles de suspecter une infraction. Mais attendez, raison plausible, c'est incroyablement flou. Si je porte un sweat à capuche noire près d'une manif, c'est une raison plausible. Qui décide? Exactement. C'est là toute la part de subjectivité. Et c'est un point que le syndicat de la magistrature dénonce. Mais il y a un autre motif, encore plus large. Lequel? C'est le contrôle pour prévenir une atteinte à l'ordre public. C'est une notion vraiment fourre-tout. D'accord. Mais le plus courant aujourd'hui, et le guide insiste beaucoup dessus, c'est le contrôle sur réquisition écrite du procureur de la République. Alors ça, concrètement, ça veut dire quoi? Le procureur donne une sorte de carte blanche. C'est une excellente image, c'est exactement ça. C'est une autorisation donnée à l'avance qui permet à la police, dans un lieu et pour une durée définie, de contrôler n'importe qui. Sans avoir à justifier d'un soupçon sur la personne elle-même. Précisément. Et cette pratique, qui était exceptionnelle, est devenue la norme aux abords des manifestations. Le contrôle d'identité, c'est la porte d'entrée. Et juste après, souvent, il y a la fouille. Là aussi, le guide m'a appris pas mal de choses. Oui, il y a eu un glissement important. Le guide fait bien la différence entre la palpation de sécurité, qui est un contrôle extérieur par-dessus les vêtements, Pour chercher une âme, par exemple. c'est ça, et la fouille des sacs ou des poches, qui, elle, recherche des preuves. Mais des lois récentes, notamment en 2016 et 2019, ont massivement étendu les possibilités de fouilles préventives. Et c'est là que ça devient complètement fou. La liste des objets considérés comme litigieux, j'en revenais pas. On parle de sérum physiologique, de lunettes de piscine. De masques de protection, d'un simple gilet jaune. Mais comment on en est arrivé là? Comment du matériel de protection peut devenir l'indice d'un futur crime? C'est toute la question à pénalisation de l'intention. Le raisonnement, c'est que la possession de ces objets prouverait que la personne anticipe des affrontements et donc qu'elle a l'intention d'y participer. On ne juge plus un acte, on présume d'une intention. Voilà, c'est un changement de logique très profond. Le guide parle aussi du port des menottes. En théorie, c'est exceptionnel. Pour les gens dangereux ou qui risquent de fuir? Oui, mais dans les faits, les auteurs constatent que c'est devenu quasi systématique, ce qui est une entorse à la loi. Face à ça, le guide donne des conseils très pratiques. Le premier, basique, avoir ses papiers. Oui, pour éviter la vérification d'identité au commissariat qui peut durer jusqu'à 4 heures. Ensuite, ne rien porter qui puisse être qualifié d'arme. Et puis un conseil de comportement, rester calme, ne pas s'énerver, pour pas que ça dégénère en outrage ou rébellion. Et le guide rappelle un droit crucial qu'on oublie souvent. On a le droit de filmer l'intervention de la police dans un lieu public. C'est légal.
Et ça peut être une preuve. Ça peut être une preuve essentielle, oui. Bon, imaginons que ça se passe mal. C'est l'arrestation, direction et le commissariat. On entre dans une autre dimension, la garde à vue. C'est le moment charnière. C'est une mesure de contrainte, 24 heures, renouvelable une fois, mais c'est surtout un moment de grande vulnérabilité, j'imagine. Exactement. Et c'est là où les droits sont capitaux. Dès le début, on doit vous informer de plusieurs choses. Comme quoi? Le droit de savoir ce qu'on vous reproche, le droit de faire prévenir un proche, de voir un médecin, le droit de garder le silence, Ça doit être le plus important. et le plus difficile à exercer. Et bien sûr, le droit à un avocat. Justement, l'avocat. Le guide souligne que son rôle a été renforcé. Il peut maintenant assister à toutes les auditions. Ça change quoi concrètement? Ça change tout. Avant, vous étiez seul face à 2 ou 3 policiers. Le rapport de force était totalement déséquilibré. D'accord? La présence de l'avocat rééquilibre les choses. Il est là pour s'assurer que la pression n'est pas excessive, il peut poser des questions, il est le garant de la procédure. Mais un point m'a vraiment interpellé dans le guide. C'est cette idée que la garde à vue serait parfois détournée de son but. Oui? Les auteurs citent les chiffres des gilets jaunes. La moitié des gardes à vue classées sans suite. Ça veut dire quoi? Qu'on a utilisé la garde à vue pour neutraliser des manifestants? C'est l'analyse très critique que font les magistrats du syndicat. L'idée, c'est que si une garde à vue sur 2 ne mène à rien, c'est qu'elle n'a peut-être pas servi à enquêter, mais juste à gérer le maintien de l'ordre. En sortant des gens de la rue? Voilà. C'est une instrumentalisation d'une procédure judiciaire. C'est pour ça qu'ils insistent sur un conseil indivisible. Toujours relire attentivement les procès-verbaux avant de signer. Pourquoi c'est si important? On peut pas corriger plus tard? C'est une erreur classique. Une fois que c'est signé, un PV a une force probante énorme. Revenir sur des aveux, c'est quasi impossible. Si une phrase est mal retranscrite, si une nuance saute. Ça peut avoir des conséquences désastreuses au procès. Exactement. Le guide est très clair. En cas de désaccord, on ne signe pas. Et on demande à ce que les raisons du refus soient notées. La garde à vue se termine. Et là, si le procureur décide de poursuivre, on passe à l'accusation. Le guide liste les délits les plus fréquents. Il y a les classiques, la rébellion, l'outrage. Oui, et là, c'est souvent parole contre parole. La rébellion, c'est résister violemment. L'outrage, ce sont des paroles, des gestes. Sans vidéo, c'est souvent le PV des policiers contre la version du prévenu. D'accord. Il y a aussi la participation à un attroupement après sommation de se disperser. Et puis, il y a des délits plus récents, plus flous. Le guide parle du groupement en vue de commettre des violences. Comment on prouve une intention comme ça? C'est toute la difficulté et le danger de cette infraction. Il n'y a pas besoin qu'une violence ait été commise. Il suffit que le juge soit convaincu que le groupe s'était formé dans ce but. Et la preuve repose sur quoi? Des vêtements noirs, le visage masqué? C'est ça, un faisceau d'indices. La possession des fameux objets litigieux dont on parlait. Et depuis 2019, le simple fait de dissimuler son visage est un délit en soi. Et pour juger tout ça, le système a une procédure express, la comparution immédiate. Le guide la décrit comme une justice à chaud. Ah oui, imaginez, vous sortez de 24 ou 48 heures de garde à vue. Vous êtes épuisé, stressé. On vous emmène directement dans les sous-sols du tribunal, le dépôt. Dans des conditions difficiles, j'imagine. Très difficile souvent. Puis, on vous fait monter. Vous avez parlé à votre avocat, commis d'office, à peine 30 minutes dans un couloir. C'est ça la comparution immédiate. Une justice à la chaîne. Et le temps pour préparer sa défense est? Quasi inexistant. Le guide insiste sur un droit dans cette situation. Demander un délai. Mais il présente ça comme un pari très risqué. Pourquoi? C'est un dilemme terrible. La loi vous donne le droit de demander un renvoi de plusieurs semaines pour monter un vrai dossier. Ce qui est normal pour un procès équitable. Tout à fait. Mais en échange de ce droit, le tribunal peut décider de vous placer en détention provisoire, en attendant la nouvelle audience. Attendez, donc le choix c'est soit on accepte un jugement immédiat et mal préparé, avec un risque de condamnation élevé, soit on demande un délai, mais on risque de passer des semaines en prison avant même d'avoir été jugé. C'est précisément ce choix stratégique et crucial. À faire en quelques minutes avec un avocat qu'on vient de rencontrer. La pression est immense. Alors, imaginons que le procès est terminé, condamnation ou même relax. On pourrait penser que c'est fini. Mais le guide parle d'une sorte de peine invisible,
Le fichage. C'est la conséquence la plus durable et la plus méconnue. Le document parle de 2 fichiers principaux. Le premier, c'est le TAJ, traitement des antécédents judiciaires. D'accord. La clé, pour comprendre le TAJ, c'est qu'il ne fiche pas que les condamnés. Il fiche toute personne mise en cause dans une enquête, même si l'affaire est classée sans suite. Pardon. Ça veut dire qu'une simple garde à vue qui ne débouche sur rien peut me laisser une trace dans un fichier de police pendant des années. Pendant 20 ans, en règle générale. Et cette inscription peut bloquer l'accès à des centaines de professions. La sécurité, le secteur aéroportuaire, certaines fonctions publiques. Donc on peut être innocenté par la justice, mais rester suspect pour l'administration. Pendant 2 décennies, oui. Le guide cite même la CNIL qui a relevé un taux d'erreur très important dans ce fichier. C'est déjà énorme. Et il y a un deuxième fichier encore plus intrusif, le FNAJ, le fichier des empreintes génétiques. Oui, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Au départ, c'était pour les crimes très graves, les crimes de sang, les crimes sexuels. Et maintenant, Maintenant, son périmètre a été étendu à une multitude de délits. Vol, dégradation, violence sur agent. Des infractions courantes en manifestation. Une poubelle brûlée peut vous conduire à être fiché génétiquement. et le guide soulève un paradoxe juridique qui dépasse l'entendement. C'est le point culminant de l'absurdité. Le refus de donner son ADN est un délit en soi, passible d'1 an de prison. D'accord. Donc on a des situations qui sont documentées où une personne est poursuivie pour, disons, une dégradation. Elle refuse le prélèvement ADN. Au tribunal, elle est relaxée pour la dégradation. La justice la déclare innocente. Mais elle est condamnée pour le refus de prélèvement. Un prélèvement lié à cette infraction dont elle vient d'être innocentée. Il faut que je reformule pour être sûr. Le système dit « Vous n'avez pas commis le crime X ». Et dans la même phrase, par contre, on vous condamne pour avoir refusé de nous aider à enquêter sur ce crime X que vous n'avez pas commis. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est une boucle logique qui a d'ailleurs valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la loi n'a pas vraiment changé. Si on fait la synthèse de tout ça, ce guide, il dessine vraiment un parcours judiciaire semé d'embûches. On voit que les droits existent sur le papier, mais que des pratiques, des lois récentes Des procédures d'exception? viennent en limiter la portée. Du simple contrôle d'identité au fichage génétique, chaque étape est critique. Absolument. Ce document, c'est une cartographie de la friction entre 2 logiques. D'un côté, l'impératif pour l'État, de maintenir l'ordre. Et de l'autre. De l'autre, la protection d'un droit au cœur de la démocratie, celui d'exprimer son désaccord dans la rue. Et ce que suggère le guide, c'est que depuis 20 ans, le curseur n'a cessé de se déplacer vers le tout sécuritaire. Au risque de rogner sur cette liberté. Oui, au risque de la rogner. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Le fait même que ce soit un syndicat de magistrats, donc des juges, des procureurs, des gens qui sont au cœur du système, Mhm. qui ressentent le besoin de publier ce genre de guide. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'état d'un système? Quand certains de ces acteurs les plus importants estiment qu'il est devenu si complexe et si potentiellement dangereux pour les libertés qu'il est de leur devoir d'en fournir le mode d'emploi pour s'en protéger.